Plusieurs témoins bâtis de Saint-Louis-de-Gonzague contribuent à définir l'identité actuelle de la municipalité. Aujourd'hui, je visite le noyau villageois et l'église de Saint-Louis-de-Gonzague. Bienvenue à un patrimoine à découvrir. Le village de Saint-Louis-de-Gonzague est linéaire, s'étendant de part et d'autre de la rivière Saint-Louis. Les premiers habitants qui sont arrivés ici décrivent une forêt très dense, aucun champ, des cours d'eau qui débordaient régulièrement. Au début du 19e siècle, le territoire attire autant des Canadiens français que des pionniers écossais et irlandais. On a atteint ici, dans les plus grandes années de notre développement, avec l'occupation du territoire de Saint-Louis et du village de Saint-Stanislas qui faisait partie de Saint-Louis et de Saint-Étienne-de-Beauharnois également faisait partie de notre territoire. En 1851, on avait une population de près de 4000. Le premier rang à être occupé par des familles, c'est le rang du 30 et ensuite le rang du 40. Et au rang du 40, ça a plus d'importance pour nous parce que le premier habitant qui est resté là était un Écossais, il s'appelait M. John Simon. Il a fait venir sa famille et puis ensuite il a bâti un moulin sur la rivière, un moulin à farine. Alors son rôle a été très important dans notre communauté, de même qu'un de ses amis, Charles Larocque. Charles Larocque ouvrira le premier magasin du village. L'homme fut impliqué à un point tel qu'on nomma d'abord la communauté pionnière Roqueville. L'église de Saint-Louis-de-Gonzague est construite en 1857, 2 ans après la naissance du village. Si on regarde la façade, une des caractéristiques, c'est que les pierres qui ont servi à la construction ont été transportées d'une carrière de près de Pointe-Claire, Sainte-Geneviève. Alors, vous imaginez, là, elles ont traversé le fleuve. Autour, ce sont des pierres des champs, des pierres des environs. Le premier emplacement pour l'église était prévu de l'autre côté de la rivière. Et puis, après avoir reçu l'offre d'un terrain, plus intéressant probablement, alors l'église a été déménagée de ce côté-ci de la rivière. Mais le bédeau s'était déjà installé l'autre côté de la rivière. C'est ce qui explique le petit pont au-dessus de la rivière. Alors, ce pont-là était amovible dans les premières années. On enlevait les planches l'hiver. Alors, les bédeaux avaient un grand circuit à faire. Puis ces gens-là venaient beaucoup. Le rôle du bédeau était intense. L'angélus de 6 heures le matin, puis l'angélus de 6 heures le soir, l'angélus du midi, les nombreuses messes, toutes les célébrations. Alors, le pont avait son utilité à cette époque-là. À côté de l'église se trouve l'ancien couvent, devenu l'hôtel de ville. Alors, ce couvent-là a été construit à la fin du 19e siècle et qui est toujours debout, qui est encore magnifique parce que les gens en ont pris soin. Et puis ce couvent-là était aussi un pensionnat. Il y avait des élèves qui résidaient ici. Il y avait une trentaine à 40 étudiantes qui logeaient ici à l'année. Et puis il y a toujours eu une quinzaine de religieuses qui assuraient les services. Alors, ce couvent, qui peut paraître banal maintenant, mais a permis à des générations de filles d'avoir accès à l'instruction et à une éducation qui était assez poussée pour l'époque. Juste en face de l'église, on a une très belle maison. Ce serait quoi ses particularités à elle? Bien, en plus d'être bien entretenue et bien charmante, c'est une maison qui a toujours eu pour occupant des notaires. Pendant plusieurs générations, de notaire en notaire, et c'est encore un notaire qui l'habite. Même s'il ne pratique plus dans cet édifice-là, c'est la propriété d'un notaire. Puis à côté, la petite maison en briques, à pignon que l'on voit, c'était le lieu de réunion du conseil de la municipalité pendant une centaine d'années. Wow! Alors, elle est bien conservée aussi. Tout à fait. On a ici la maison Dansereau. Oui. Qui, en fait, elle a servi à quoi cette maison-là? Elle a eu plusieurs usages. D'abord, c'est une maison qui a été agrandie par l'arrière. Initialement, c'est une maison de briques, puis une rallonge au début du 20e siècle à l'arrière. C'est une maison qui a eu plusieurs fonctions, dont une qui est assez étonnante. Il y a un médecin qui l'a habité, puis c'était un hôpital au cœur du village.
Et puis, par la suite, c'est devenu un hôtel. Cet édifice a notamment hébergé les travailleurs ayant œuvré au creusage du deuxième canal de Beauharnois en 1929, un événement qui a bouleversé le territoire de la municipalité. Il y a 88 lots qui ont été vendus pour le creusage du canal. Et ces familles-là n'ont pas réintégré nécessairement le village. Certains, oui, mais pas toutes. La population de Saint-Louis-de-Gonzague a lentement diminué, ce qui a provoqué des questionnements sur les services à la population au début des années 2000. On avait des problèmes, peut-être de menaces de fermeture de notre école, ces choses-là. Fait que tout ça fait en sorte que le conseil de l'époque, on avait deux solutions sur la table. On dirait, c'était de se prendre en main et essayer de redynamiser notre municipalité, ou B, essayer de prendre des avocats pour défendre la fermeture de notre école. Fait qu'on a choisi A. Le comité de revitalisation de Saint-Louis-de-Gonzague a étudié les besoins de la communauté et a recommandé d'augmenter l'offre en événements. C'est dans ce but que la Ville a acquis l'église afin de la transformer en salle multifonction. La consultation qu'on a eue à l'époque avec les citoyens, c'était justement ici, dans l'église, les gens-là étaient tous d'accord, unanimement, il n'y avait même pas une... C'était pas majoritairement, c'était unanime. Puis on était peut-être 70-80 personnes dans la salle. Puis par contre, les gens nous ont tous dit, essayez d'y trouver une utilité. Là. On veut garder notre lieu de culte, on veut qu'il y ait des célébrations, mais on ne peut pas garder l'église vide. Évidemment, des travaux de cette envergure nécessitent beaucoup de planification. La première étape, ça a été un spectacle qu'on a eu avec Valspec ici à l'église, qu'on a dû enlever tous les bancs pour pouvoir accueillir ce spectacle-là. Ça a été un premier pas dans la transformation. Quand on a vu l'église enlevée, avec les bancs enlevés, ça a montré un peu le potentiel qu'on pouvait avoir à l'église. Dans le fond, notre objectif, c'était de protéger le lieu de culte qui est de l'autre côté. Donc, nous, ici, dans le but d'être capable d'utiliser l'Église pour des activités, pour des événements, on voulait être capable d'empêcher, dans le fond, les utilisateurs d'aller de l'autre côté où il y a tous les objets sacrés qui sont de l'autre côté. On a demandé plusieurs propositions, on a évalué plusieurs pistes de solutions. C'était pas nécessairement optimal pour nous parce que de notre côté, on trouvait que ce qu'on voyait de l'autre côté était magnifique. On trouvait ça triste de devoir le cacher et de devoir modifier l'Église de façon assez importante. C'est-à-dire que s'il faut mettre des rideaux, il faut être capable de passer, par exemple, une barre de métal qui va traverser en haut pour être capable d'avoir des rails. C'était tout ça aussi qui amenait beaucoup de modifications et qui venait peut-être fâcher un peu l'œil, puis gâcher un petit peu aussi le visuel de l'Église. La venue d'une clôture comme ça est venue de voyages, est venue de différentes églises qu'on a vues, entre autres en Europe, on revoit ce type de façon de faire-là, de bloquer dans le fond des secteurs dans des églises. Et c'est de là qu'avec une clôture comme ça, on est capable de garder le visuel et on est surtout capable de l'ouvrir complètement pour faire des messes, tout en n'empêchant pas, dans le fond, on n'a pas été obligé de modifier, là, dans le fond, le lieu de culte qu'on a de l'autre côté. Est-ce que vous avez eu un accompagnement d'un architecte ou est-ce que c'est venu? On a eu un architecte, oui. On a donné un contrat à un architecte qui nous a aidé, du moins, à figurer de la façon qu'on pourrait optimiser les espaces. Suite à ça, on a travaillé aussi avec des designers qui nous ont aidés parce que le but aussi, c'était pas juste d'intégrer des salles de bain, une cuisine, mais il fallait que ça s'intègre à l'architecture sur place, trouver les bonnes couleurs, les bons matériaux pour que ça disparaisse un peu dans l'église. C'était vraiment ce qu'on souhaitait. Les travaux ont permis de conserver plusieurs éléments patrimoniaux. On remarque entre autres le confessionnal qui a été déplacé mais conservé, de même que l'un des plus vieilles orgues Casavant encore en fonction. Suite à ça, on a été faire l'installation, dans le fond, de toilettes, d'une conciergerie et d'un nouveau hall d'entrée pour justement limiter un peu, parce que les églises, c'est reconnu, il fait froid l'hiver. Pourquoi? Parce que c'est des grandes portes qui s'ouvrent, qui restent longtemps ouvertes. L'air froid rentre assez facilement. En créant un hall d'entrée comme ça, c'était vraiment notre objectif. Nous, de nous aider aussi avec le chauffage, mais en même temps, créer une zone de confort là, davantage à l'église.
Encore là, c'est toute une question de phase. On n'est jamais arrivé, et ça serait pratiquement impossible de le faire en une grande rénovation, de faire l'église. Une autre phase qu'on a fait ensuite, c'est de rajouter un vestiaire, rajouter une salle de rangement. Et on est rendu là qu'on est en train de terminer un projet de construction d'une cuisine dans l'église pour que si tu veux justement louer l'église pour un événement, mais que tu puisses avoir un traiteur sur place ou être capable de répondre justement à ces besoins-là. Ainsi, grâce au dévouement de la municipalité et des bénévoles de la Société d'histoire de Saint-Louis de Gonzague, le patrimoine du village est conservé et valorisé. À cet égard, la municipalité dispose également d'un musée. C'est notre petit musée. On entrepose certaines choses, mais on ne peut pas tout garder. Fait qu'on change de thématique de temps en temps pour pouvoir faire une rotation de nos objets. Des choses qui est de Saint-Louis, des photos, des livres. Puis derrière nous, c'est le comptoir postal. Ça aussi, c'était une de nos premières acquisitions qui était avec l'aide de la municipalité. Elle se retrouvait dans un sous-sol, puis le propriétaire nous a appelés. Puis il nous disait que c'était à nous, à Saint-Louis de Gonzague. On a vérifié à l'arrière tous les noms de tous les propriétaires des casiers correspondaient avec les gens de Saint-Louis. Fait que, on a pu l'identifier de même, puis faire l'achat. Pour en savoir plus sur le patrimoine de Saint-Louis de Gonzague, vous pouvez lire les publications de la Société d'histoire, visiter le musée et le musée virtuel, ou encore consulter les brochures sur le patrimoine de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans une des bibliothèques municipales du territoire. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.